Bon, et ben alors bonjour à tous. Il y a un petit message, peut-être que rapidement, je vais regarder le message. Qui c'est qui m'a... Bonjour monsieur, bonjour Jade. Allez, j'espère que vous allez bien. Je veux pas vous poser 36 000 questions sur comment vous allez. On va travailler directement en avançant sur ce chapitre qui parle de l'eau. La semaine dernière, on a vu une correction sur les pluies acides. Donc c'était une activité documentaire et il y avait quelques exercices à chercher pour aujourd'hui. Je vais commencer par cette correction des exercices et puis après je vais vous expliquer le principe d'un dosage par titrage de dioxyde de soufre et je vais vous donner les valeurs, les résultats expérimentaux et puis je vous laisserai chercher chez vous pour la semaine prochaine les réponses à ce TP, cette activité. Alors, je vais commencer par le 5, puis ensuite le 8 et le 13. Alors, ils sont assez variés ces exercices. En fait, le point commun de ces exercices, c'est qu'ils parlent de l'eau et des informations que ça peut comporter l'eau et de ce qu'on peut en faire. Le premier exercice a rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais faut être capable de s'adapter à un exercice comme celui-là. Il explique comment est-ce qu'on peut déterminer l'âge d'une eau souterraine. Vous savez que quand l'eau fait des précipitations, l'eau rentre dans le sol pour une partie de l'eau qui est tombée. Elle rentre dans le sol et puis ensuite elle se rassemble dans des nappes phréatiques. Et ce qui peut être intéressant, c'est de trouver un moyen de trouver de quand date cette eau-là, quand on est dans les nappes phréatiques, et quel âge elle a. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des indicateurs, des traceurs chimiques naturels qui sont présents dans l'eau. Vous connaissez sans doute le carbone 14, qui est un élément qu'on utilise pour dater des restes de vivants qui sont coincés dans les strates, etc. On regarde l'activité nucléaire, la radioactivité d'un isotope du carbone qui s'appelle le carbone 14. S'il en reste beaucoup, on sait que c'est quelque chose qui est assez jeune. S'il en reste très peu d'activité, c'est que c'est vieux. Et on peut dater ça comme ça. Alors, on peut faire la même technique avec de l'eau. Dans l'eau, il y a de l'hydrogène et il y a de l'eau, puisqu'il y a H2O. Et parmi les hydrogènes qui sont présents dans les molécules d'eau, vous avez un isotope de l'hydrogène qui s'appelle le tritium, qui est ici. Donc ça, c'est le symbole de ce noyau, le tritium. C'est un isotope qui est présent dans certaines des molécules d'eau et il est radioactif. Alors, il est radioactif, il provient de l'atmosphère. Dans l'atmosphère, est bombardé par un rayonnement cosmique. Et ce rayonnement cosmique va transformer certains hydrogènes en tritium. Et tant que l'hydrogène, elle, est dans l'atmosphère, donc tant que les molécules d'eau qui comportent l'hydrogène sont dans l'atmosphère, la quantité de tritium, elle est constante, parce que c'est sans arrêt bombardé par le rayonnement cosmique, et donc on a toujours la même quantité. Mais à partir du moment où cette eau, qui contient les hydrogènes et le tritium en particulier, elle tombe à la surface de l'eau et qu'elle rentre dans le sol, c'est plus bombardé par le rayonnement cosmique, donc la quantité de tritium, elle va diminuer au fur et à mesure que ça se désintègre. Et donc ça va prendre un certain temps, et en fonction de ce qui reste, je vais pouvoir dater l'eau. Le noyau de tritium est un émetteur β-. Ça veut dire que s'il émet du β-, c'est qu'en se désintégrant, il émet un électron et un antineutrino, qui est marqué ici, plus autre chose qu'on va déterminer, nous, dans une équation. Et le tritium, c'est un traceur chimique particulièrement adapté à la datation des eaux souterraines. Donc, on a un graphique qui montre l'évolution du temps, au cours du temps, de l'activité du tritium, sa radioactivité, dans un litre d'eau. Donc, ça, c'est l'activité en becquerel. Et vous avez la courbe qui montre un petit peu comment évolue cette activité au cours du temps en années. On voit qu'au bout de 80 à 90 ans, il n'y a plus du tout d'activité dans l'eau. Ça veut dire qu'il n'y a plus de tritium, tellement peu que ça se ressent même plus, on peut même plus le mesurer. Une des questions qui était posée, c'était de donner la composition du noyau du tritium. Alors, on doit déterminer l'âge de l'eau d'une nappe souterraine. Pour cela, on mesure l'activité d'un litre d'eau prélevé au fond de la nappe et on trouve une activité résiduelle de 0,18 becquerel. D'abord, on demande de donner la composition du noyau du tritium. Donc ça, c'est du niveau seconde. On a
Alors ça date un petit peu, mais on a un symbole avec deux numéros A et Z. A est en haut, c'est le nombre de nucléons dans le noyau, et en bas, c'est le nombre de protons. Donc si j'ai 1 et 3, ça veut dire que j'ai un proton dans le noyau et 2 neutrons au total, pour qu'au total, ça me fasse 3 nucléons dans le noyau. Donc un proton plus 2 neutrons, j'ai bien 3. Lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation de la charge électrique et du nombre de nucléons. C'est-à-dire quand on va écrire l'équation de désintégration, la somme des nombres en bas doit être constante et la somme des nombres en bas doit être constante aussi. En bas, c'est la charge et en haut, c'est le nombre de nucléons total. C'est ce qu'on appelle la loi de Soddy, programme de première. Écrire l'équation de désintégration du noyau de tritium. Donc on part du tritium qui est là, et on sait qu'il va se désintégrer en donnant un électron et un antineutrino. Donc un antineutrino, il était noté. Maintenant, un électron, il a une charge négative, donc on met -1 en bas pour la charge. Par contre, il est composé de nucléons, puisqu'un électron, c'est ni un proton, ni un neutron. Donc on met 0 en haut. Un antineutrino, il a 0 de partout. C'est une particule qui n'a pas de masse. La question, c'est de déterminer ce qui reste ici. Donc, on doit, avec cette fameuse loi de Soddy, déterminer quels sont les chiffres à mettre, et puis du coup, quel est le symbole. Donc normalement, la somme de tous les chiffres en bas, donc 0 plus -1 plus le chiffre qui est là, ça doit faire 1. Donc est-ce que quelqu'un peut me dire quel chiffre je dois mettre ici en bas, pour que ça fasse 1 au total, tout le compte de ce que je mets en bas ici à droite de la transformation. Quel est le chiffre qu'on doit mettre? Bah 2. 2, ouais. Donc en bas là, je vais mettre 2 ici. Maintenant, si je fais la conservation en haut, je dois avoir 3 au total. Là, j'ai 0, 0, donc le chiffre que je dois mettre ici, c'est 3. Maintenant, la question, c'est quel symbole je vais mettre. Alors ça, je me réfère au tableau périodique. Le numéro atomique Z égale 2, quand il y a 2 protons, l'élément, c'est l'hélium. Donc je regarde et je vois que c'est l'hélium. Voilà comment équilibrer cette équation. Ça me donne de l'hélium. Okay. Je vais juste faire le point pour quelques élèves que j'ai encore jamais eu. Est-ce que ça bug, Méline? Maintenant, tu m'entends, Méline? Je voulais savoir ceux que j'avais pas vus encore, c'est-à-dire Asma, elle est partie, Asma? Léa, Alexandre, Hamza, est-ce que vous m'entendez bien? Moi, ouais, ça va. Et toi, c'est Alexandre, hein? Ouais. Ouais. Ok. Et Hamza, c'est bon? Léa, aussi, c'est bon? Moi, c'est bon, moi, Ouais, c'est c'est bon, bon. oui. Ok, parfait. Bon, je continue. Alors, Asma est partie, je sais pas si elle a des problèmes de connexion ou pas. La question C, c'est définir l'activité d'une source radioactive. Alors, l'activité, il suffit de chercher sur Internet, et puis des rappels de cours de première, mais c'est le nombre de désintégrations par seconde. C'est ça une activité. À partir du graphique, estimer l'âge de l'eau au fond de la nappe. Alors, on a mesuré une activité résiduelle de 0,18 becquerel pour ce litre d'eau prélevé au fond de la nappe. Et on a ce graphique là. Donc pour déterminer l'âge de l'eau, 0,18, je vais chercher 0,18 sur le graphe. Alors attention aux graduations, j'ai 10 graduations pour arriver à 0,2, donc ça veut dire que j'ai 0,02 par graduation. Donc si je veux arriver à 0,18, ça veut dire que je vais me situer ici. Et puis ensuite, je vais me reporter sur le graphe, et puis ensuite je vais redescendre ici pour déterminer l'âge. Et là on trouve 30 ans. Donc grâce à cette construction, on peut déterminer 30 ans. Graphiquement, on peut estimer l'âge de l'eau à 30 ans. Donc cette eau qui a été prélevée au fond de la nappe, on peut dire qu'elle est tombée et elle est rentrée dans le sol depuis 30 ans. Est-ce qu'il est possible d'utiliser le tritium pour dater une eau vieille de plus de 100 ans? Quelqu'un peut me répondre à cette question? Est-ce qu'on peut faire pour une eau qui a plus de 100 ans d'après le graphique?
Personne peut répondre à la question? C'est pas assez précis. C'est surtout qu'au bout de 100 ans, quand je regarde, il n'y a plus d'activité, donc je peux plus rien mesurer, donc je peux pas déterminer l'âge. Donc non, au-delà de 100 ans, l'activité de la source, elle est quasiment nulle, on peut plus effectuer de mesure. C'est-à-dire que nous, qui a plus de 100 ans, je mesurerai plus d'activité, j'aurai quasiment plus de radioactivité, donc je peux rien mesurer. Donc ça permet de savoir juste pendant les 50, 60, 70 premières années, c'est tout. Voilà pour cet exercice. Je passe au suivant, où là, c'est un peu plus classique, c'est le dosage des ions phosphate. Alors nous, on avait fait le dosage des ions nitrites en cours, pour lequel on avait fait une réaction chimique avec du nitrite et deux réactifs. Ça permettait d'obtenir des choses qui étaient colorées. Et on avait fait un dosage par étalonnage. On avait fait plusieurs solutions colorées de concentration connues, et à partir d'une solution inconnue, on avait fait la même réaction pour faire la couleur. On avait mesuré l'absorbance, et grâce au graphique qu'on avait tracé, on avait déterminé la concentration. C'est un peu le même état d'esprit ici. Dans les cours d'eau, la concentration massique naturelle en phosphate, 3 mois, varie entre 0,1 mg et 0,2 mg par litre. Dans le cas d'une concentration trop importante et en présence d'ions nitrates, on observe un phénomène d'eutrophisation. Les algues se développent beaucoup, elles asphyxient l'écosystème aquatique. Donc, on se place dans un problème où on veut déterminer la concentration en phosphate dans l'eau d'une rivière grâce à la même méthode que celle qu'on avait utilisée pour les nitrites. On nous dit qu'en milieu acide, les ions phosphate réagissent avec le molybdène d'ammonium pour former une espèce colorée. Donc ça, c'est le molybdène d'ammonium, c'est un réactif qu'on peut appeler R1 éventuellement, qu'on va rajouter à l'eau qui contient les phosphates pour obtenir quelque chose de coloré. La longueur d'onde du maximum d'absorption, elle est vers les 800 nanomètres. 800 nanomètres, c'est du rouge. Le molybdate d'ammonium en milieu acide constitue le réactif R. Alors R, il a été appelé par R1. De toute façon, il n'y en a qu'un seul de réactif, il n'y en a pas deux. Quelle est la couleur de l'espèce colorée? Donc si ça absorbe du rouge, qu'est-ce qu'on peut dire de la couleur de la solution? Un complémentaire du rouge, c'est quoi? Alors, pour faire simple, Le vert. c'est pas le vert, non. Regardez en haut, là, j'ai mis les 3 couleurs primaires auxquelles nos yeux sont les plus sensibles. Rouge, vert, bleu. Si je dis que j'ai absorbé le rouge, donc à chaque fois, il faut raisonner comme ça. Si vous n'avez pas le graphique avec les couleurs complémentaires, faites ça. Si vous absorbez le rouge, donc vous virez le rouge de toutes les couleurs auxquelles on est sensible, il reste du vert et du bleu. Quand on combine du vert et du bleu, ça fait du cyan. Donc le maximum d'absorption étant vers 800 nanomètres, espèce colorée de couleur cyan, c'est complémentaire. Donc quand vous n'avez pas le graphique où on peut savoir en face quelles sont les couleurs complémentaires, vous faites tout le temps comme ça, RVB, là, les 3 couleurs primaires en synthèse additive, là, celle auquel on est sensible, et puis vous rayez celle qui est absorbée. Je vais prendre un autre exemple, le permanganate qu'on voit régulièrement, c'est une solution qui absorbe... Non, la dernière fois, c'était à 525 nanomètres, je crois. Je sais plus exactement, c'était du vert qu'on absorbait quand on avait fait les dosages des ions nitrites, là. Et puis, on avait absorbé le vert. Du coup, il restait du rouge et du bleu, c'est-à-dire du cyan. La solution, elle était cyan. Pas cyan, magenta, pardon. Rouge et bleu, ça fait magenta. Bon, pensez à ce raisonnement-là, c'est super simple et c'est vachement pratique. Ensuite, la question d'après, c'est pourquoi le dosage des ions phosphate peut-il être réalisé par spectrophotométrie? Tout simplement parce qu'il y a de la couleur et que cette couleur, c'est l'espèce, directement, c'est l'espèce à doser. L'espèce qu'on va chercher dont on va chercher à déterminer la concentration. Cette espèce-là, après la réaction avec le réactif R, elle est colorée. Donc quand je vais mesurer la couleur, je vais mesurer en fin de compte directement les phosphates.
Alors ensuite, à partir d'une solution S0 de concentration massique connue de 3 mg par litre en phosphate, on prépare 5 solutions étalons et puis on verse dans 5 tubes à essai 2 ml de réactif d'un volume et puis un volume VI de solution de départ S0. On met aussi 2 ml d'acide ascorbique et on complète avec de l'eau distillée pour obtenir un volume de 12 ml. On mesure ensuite l'absorbance, etc., etc. Les résultats sont groupés dans le tableau ci-dessous. Donc on a le volume qu'on a prélevé de la solution, à chaque fois la solution S0, et puis les absorbances qu'on obtient. Dans un premier temps, il faut exprimer la relation avec ces lettres-là, ces symboles-là, qui permettraient de calculer finalement la concentration massique de chaque solution étalon préparée. Donc la relation à utiliser, c'est la relation classique de la dilution. Donc on part avec la relation de dilution qui est Cmer fois Vmer égale Cφ fois Vφ. Sauf qu'il va falloir l'utiliser dans le contexte de notre énoncé ici. Alors, il faut déterminer pour la concentration mère à quoi ça correspond. Alors je vais peut-être plutôt prendre un surligneur. Donc la concentration mère, en fait, dans l'énoncé, elle correspond à quelle concentration quand on lit l'énoncé? Elle est notée comment, la concentration mère? Personne n'a la réponse? Ouais. Il y a une seule qui est donnée ici, hein, c'est CM0. Ça, c'est la concentration de la solution S0. Donc Cmer, c'est CM0. Maintenant, si je veux déterminer quel est le volume mère, le volume mère, en fait, c'est le volume de S0 qui a été prélevé, donc c'est VI. Maintenant, la concentration Cφ dans cette relation, c'est Cφ, c'est la concentration ici, c'est CMI. Et enfin, le volume phi, c'est 12 ml. Donc le volume phi, ici, c'est 12 ml, puisqu'à chaque fois, on a préparé 12 ml dans chaque tube. Donc maintenant que je sais associer à chaque terme de la formule traditionnelle les termes de l'énoncé, je vais pouvoir l'écrire sous la bonne forme avec les bonnes lettres. Donc Cm-mer, je le remplace par Cm0, c'est la concentration mère. Vmer, c'est le volume VI pour chaque solution étalon qui ont été préparées. Cφ, c'est chaque concentration massique I de chaque solution étalon. Et volume phi, c'est le volume V qui est indiqué avec la lettre V. Donc voilà la relation, sachant que l'objectif c'est de dégager CMI pour pouvoir calculer CMI. Tout le reste est connu. Donc, calculer CMI pour chaque solution étalon, je vais vous faire rapidement le calcul. CMI, à chaque fois, j'utilise cette relation CMI sous la forme CMI égale CM0 fois VI divisé par V. Donc le volume qui est ici, je vais le faire passer dessous sous l'équation ici. Alors on se prend pas la tête à convertir les volumes en litres, puisque je peux laisser VI en millilitres, étant donné que V il est aussi en millilitres. Donc comme je vais diviser des millilitres par des millilitres, ça ira bien. Donc quand je fais ces calculs, j'obtiens les résultats suivants: 0,25 pour la solution S1, 0,50, 1, 1,5 et 2 pour la solution S5. Après, libre à vous d'utiliser l'ordinateur et Excel ou un papier millimétré. Il fallait placer ces points. Alors, j'ai 3 séries de données, et ce qui compte, c'est de placer les points de ces deux séries-là. Quand on fait un dosage par étalonnage, on va tracer l'absorbance en ordonnée et la concentration massique en abscisse. Donc, il faut un graphique avec toujours la mesure en ordonnée. Donc, ici, c'est l'absorbance. Et la concentration des solutions étalons, ici c'est une concentration massique. Donc quand je trace ça, voilà ce que j'obtiens comme graphe.
Et puis avec l'ordinateur, c'est pratique, je peux faire la modélisation et déterminer directement l'équation. Après, si vous le faites sur papier millimétré, vous tracez la règle et vous essayez de déterminer l'équation de cette droite. Après, il était demandé de déterminer l'équation de la droite. Ici, moi, avec l'ordinateur, j'obtiens que l'absorbance est égale à 0,460 fois CMI. Voilà le coefficient directeur. Et CMI est en milligrammes par litre dans cette équation. Maintenant, dans un sixième tube, on va utiliser de l'eau de rivière. On en met 8 ml d'eau de rivière, auquel on rajoute 2 ml de réactif et 2 ml d'acide ascorbique. Et l'absorbance, elle est de 0,517 quand on la mesure. Donc classiquement, on va soit sur le graphique précédent, donc 0,517. Donc soit graphiquement, on se place à 0,517, donc ça doit être par là. Et puis on se reporte à... Je suis pas droit avec ma souris, hein, mais à peu près sur le trait. Hein. Puis on se reporte là-dessous et on redescend. Là, on mesure 1,1, un peu plus de 1,1 mg par litre. Mais on n'est pas très précis. Autant utiliser l'équation de la droite précédente, pour laquelle on va remplacer A par 0,517, puis on va pouvoir trouver CMI. Donc grâce à cette équation, je vais dire que CMI c'est A800 sur 0,460. J'ai mesuré 0,517, que je divise par le coefficient directeur, ça me fait 1,12 mg par litre. Donc je suis plus précis que graphiquement. Sauf que ça, c'est dans les 12 ml de mélange. J'ai fait une petite faute là à la correction. Et je vais rectifier en changeant la couleur. C'est dans un mélange de 12 ml. Or, mon eau de rivière, j'en ai pris que 8 ml. Donc cette concentration-là que j'ai calculée, elle est bonne pour 12 ml de mélange. Maintenant, il faudrait que je ramène cette concentration-là aux 8 ml initiaux d'eau de rivière que j'avais prélevé. Sachant que les 4 ml de réactif et d'acide, ils avaient été ajoutés en plus. Donc, on va faire un petit calcul de dilution, pareil avec Cmer fois Vmer égale Cφ fois Fi, pour retrouver la concentration d'origine dans les 8 ml. Donc, je vous le fais rapidement. La concentration dans l'eau de rivière, alors il y a une rectification, c'est qu'on a 12 ml ici au total. Donc je prends la concentration massique obtenue, que je multiplie par les 12 ml dans lesquels c'était, et je divise par les 8 ml d'origine. Et ça me donne 1,12 fois 12 divisé par 8. Ça me donne... Ah mince, je finirai. Ça me fait 1,68 mg par litre. Donc le résultat c'est 1,68. Donc on aurait pu déterminer graphiquement, mais ça aurait été moins précis. Est-ce que cette eau de rivière est polluée? Ça, il faut revenir à l'énoncé qui définit le seuil au-delà duquel c'est pollué. Donc l'eau de la rivière, elle est polluée car sa concentration massique, elle dépasse largement les 0,2 mg de référence par litre. On est à 1,68. Donc elle est très très largement polluée. En tout cas, elle dépasse les seuils recommandés par certaines sociétés. Ça va pour l'instant? Bon, j'ai pas beaucoup de retours, peut-être dans le chat, je suis pas allé voir. Si, ça va. Ok, parfait. Alors, Ça va. maintenant, on va passer à l'exercice 13 qui est un petit peu délicat parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément simples à comprendre. C'est les conséquences des pluies acides. De nombreuses statues ont été réalisées dans du calcaire, parce que c'est une pierre qui est abondamment présente dans des carrières. On utilise beaucoup de calcaire. Et les sculpteurs, c'est une roche qui est assez friable, donc ils ont pu sculpter des statues dans ces matériaux-là. Et le calcaire, c'est comme la craie, c'est essentiellement constitué de carbonate de calcium.
Donc carbonate c'est Ca et calcium c'est CO3. Carbonate c'est CO3 et calcium c'est Ca. C'est un solide ionique en fait. Si je détaille la constitution de ce solide ionique, en fait, ce sont des ions calcium, Ca2+, auxquels sont accrochés des ions CO3-, donc les ions carbonate. Donc, même si ça se voit pas dans la formule, en réalité, un solide ionique, il est constitué d'ions qui sont accrochés les uns aux autres par des interactions ioniques comme ça. Donc j'ai Ca2+, qui est accroché à CO3-, tout ça dans une structure cristalline où il y en a plein. On imagine qu'une pluie acide tombe sur la statue en calcaire. Alors, on va devoir écrire les équations des deux réactions successives qui se produisent lorsque les ions H3O+, qui sont dans l'eau de pluie, vont arriver en contact avec ce carbonate de calcium. Alors, juste une petite chose avant, c'est de savoir que ce que j'ai dit, le carbonate de calcium solide, c'est un solide ionique composé d'ions Ca2+, qui sont liés par attraction électrique à des ions CO3-. Donc ce que j'ai dessiné ici, que je vais effacer, c'est ce que j'ai mis sous forme de phrase. Donc ce solide-là, en fait, est constitué d'ions calcium accrochés à des ions carbonate. Ça veut dire que si je regarde cette espèce chimique-là, elle est présente dans un des couples oxydoréducteurs qui est proposé en dessous. Elle est présente ici. C'est donc une base, parce que c'est à droite du couple. Et ça va réagir avec H3O-, qui est lui l'acide d'un couple de l'eau, en fait, H3O+, H2O. Donc on va devoir écrire une réaction qui fait intervenir deux couples. Le couple acide-base HCO3-, CO3-, celui que j'ai indiqué avec la flèche ici, avec le couple de l'eau dans lequel intervient H3O+. Donc je vais avoir une réaction entre cette espèce chimique-là que j'avais au départ, qui est dans le carbonate de calcium, avec celle-là, qui est présente dans l'eau de pluie. Et tout ça, ça va donner l'autre espèce chimique qui est ici, plus l'eau. Mais il va falloir que j'indique ce qui reste, puisqu'au départ, c'est ce solide ionique qui était présent. Donc il va rester les ions calcium, Ca2+. Alors comment ça va s'écrire? H3O+, plus le carbonate de calcium, sachant que dans notre tête, il faut qu'on se souvienne qu'en fait c'est du Ca2+, accroché à du CO3-. Le H3O+, va réagir avec le CO3-, pour donner H2O, puisque H3O+, en perdant son H+, il se transforme en H2O, c'est l'acide. Et CO3-, qui est la base, en captant un H+, se transforme en HCO3-. Après, il me reste ce qui était accroché, que je vais mettre ici en orange, qui était accroché ici dans le solide ionique, CO3-, ça va rester, et ça va pas réagir. Donc il me reste du Ca2+, qui est dissous dans l'eau, qui est arrivé, donc sous forme aqueuse. Après, il y a une deuxième réaction qui va pouvoir se faire, puisque cette espèce chimique HCO3-, qui est présente ici, là, elle intervient dans un autre couple que je vois ici. Donc c'est la base d'un autre couple. Et comme l'eau acide continue à tomber sur ce système, il y a encore la possibilité de faire réagir cette HCO3- avec H3O+. Donc la deuxième réaction, elle va faire intervenir ce nouvel ion HCO3- avec H3O+. Et on va écrire une réaction de acide-base, où lui va capter un H+, et H3O+, va le donner. Donc si H3O+ donne son H+ à HCO3-, ça veut dire que lui il se transforme en H2O, et HCO3- se transforme en H2CO3. C'est ce qui est écrit dans le couple. Maintenant, il me restait le Ca2+ ici qui traînait, je peux le rajouter et il va rester à la fin. Donc voilà les deux réactions successives qui se font quand de l'eau tombe sur une roche calcaire. Alors vous avez peut-être vu ça en SVT, quand on met de l'acide sur une roche, ça fait un dégagement gazeux,
Et on voit la roche qui se dissout. Là, il n'y a pas moyen de savoir qu'en réalité, il y a un dégagement gazeux. En fait, c'est cette espèce chimique-là, dans les questions d'après, on va voir que cette espèce chimique, elle n'est pas stable, et qu'elle va se transformer en dioxyde de carbone et en eau. Ça va jusqu'à présent, c'est bon? Oui. Ok. Alors, question d'après, l'acide carbonique H2CO3 n'est pas stable, il forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Écrire l'équation de la deuxième réaction en remplaçant l'acide carbonique par le dioxyde de carbone. Donc là, cette équation que j'écris ici, c'est celle que j'avais écrite précédemment, mais je vais remplacer l'acide ici carbonique par le dioxyde de carbone et l'eau, puisqu'il forme du dioxyde de carbone et l'eau. Je vais remplacer ce que j'ai entouré par CO2 et H2O. Mais CO2 sera gazeux. Donc voilà ce que ça va donner. Alors au départ il est aqueux, puis ensuite il va être gazeux. Ça va dégager une molécule d'eau, donc je vais avoir deux molécules d'eau, parce que j'en avais une ici plus qu'une autre. Et puis ce CO2, comme il est soluble dans l'eau, mais pas en quantité très importante, la solubilité du dioxyde de carbone dans l'eau elle est très faible, bah rapidement ça va arriver à saturation, et donc si c'est à saturation, je vais retrouver le soluté qui est gazeux, donc ça va former du CO2 gazeux. C'est pour ça que quand vous versez de l'acide, du jus de citron sur une roche calcaire, bah, quasiment instantanément vous voyez du CO2 gazeux, parce que c'est ce CO2 aqueux qui arrive à saturation dans l'eau. Pourquoi dit-on que les pluies acides rongent les monuments du calcaire? Bah, c'est simple, puisque la roche qui était sous forme de CaCO3 bah, va être consommée et transformée enfin dissoute sous forme d'eau et dégagée en CO2 aqueux, puis il restera du calcium mais dissous, donc il va s'écouler avec l'eau de pluie. Donc les pluies acides réagissent avec le carbonate de calcium présent dans le calcaire. Le calcaire se transforme alors en Ca2+, et en CO2 qui s'échappe dans l'air. Il y a donc disparition du carbonate de calcium, le monument est rongé. Petit à petit, à force, et exactement de la même manière qu'on forme les massifs qu'on appelle les massifs karstiques, vous avez dû voir ça en SVT, où les roches se creusent progressivement, bah les statues c'est pareil, hein, c'est de la roche. Donc ça va se creuser à certains endroits et ça va abîmer les statues. Bon, est-ce que c'est bon pour cet exercice? Là je vais passer au début du TP où je vais vous donner les éléments et puis je vais vous laisser le faire pour la semaine prochaine. Alors, question sur cet exercice, c'est bon? Donc vous avez dû recevoir... alors il y a 2 USAM. Comment ça se fait qu'il y ait 2 USAM? Tu peux m'expliquer? Il y a David aussi qui est arrivé. Bonjour David. Bon, il y a 2 USAM, je sais pas pourquoi. Alors, je vais vous parler de ce dosage du dioxyde de soufre rapidement. Et pour jeudi, il faudra donc finir l'exploitation du TP. Alors, au lieu de prendre de l'eau de pluie, parce que je peux pas contrôler moi l'eau de pluie, la quantité de dioxyde de soufre qu'elle peut contenir, je sais pas d'une année sur l'autre s'il y en a beaucoup, c'est hyper fluctuant. Donc pour faire une simulation d'un dosage du dioxyde de soufre qu'il pourrait y avoir dans de l'eau de pluie, auparavant moi je demande en général à Anne-Marie de me fabriquer de l'eau qui contient du dioxyde de soufre dissous dedans. Donc le dioxyde de soufre, hein, SO2, c'est un gaz irritant. La centrale qui est à côté du lycée, elle en dégage pas mal parce qu'elle brûle pas mal de déchets plastiques et donc il y a beaucoup de dioxyde de soufre qui s'en échappe. Donc ça veut dire que dans l'atmosphère, ça forme ça va se dissoudre dans les gouttelettes d'eau et ça va former des pluies acides. Le dioxyde de soufre est anthropique, ça veut dire que c'est l'homme qui est principalement le produit, on l'a vu la semaine dernière. Ce gaz est un traceur de la pollution industrielle, il est donc important d'en évaluer sa concentration, notamment dans l'eau. Alors, pour faire de la fausse eau de pluie acide dans laquelle il y aurait du dioxyde de soufre, ce que j'ai fait, c'est que je demande à Anne-Marie de me préparer, de me faire brûler du soufre dans un flacon qui contient du dioxygène. Alors, je vous montre en vidéo ce que ça donne. J'espère que vous allez la voir, cette vidéo. Donc, de la combustion du soufre dans un flacon qui contient du dioxygène.
on va rapidement ouvrir le bouchon dans lequel on avait commencé à amorcer de la combustion du soufre, mais comme il y a beaucoup de dioxygène, ça stimule la combustion, ça va la raviver, et on voit cette espèce de flamme là, du dioxyde de soufre qui brûle dans l'oxygène. Mais en plus de cette expérience, moi je vais rajouter de l'eau au fond du flacon. Alors l'intérêt de rajouter de l'eau au fond du flacon, c'est que cette combustion du soufre, elle va former du dioxyde de soufre qui sera sous forme gazeuse à la surface. Une fois que tout aura brûlé, on va retirer tout ça. On va refermer avec le bouchon qu'il y avait précédemment. Et après, il n'y aura plus qu'à agiter la solution qui contient l'eau dessous. Et donc ce dioxyde de soufre va pouvoir se dissoudre dans l'eau. C'est comme ça que j'obtiens de l'eau qui contient du dioxyde de soufre. Une sorte d'eau de pluie qui serait contaminée par du dioxyde de soufre. Donc voilà comment est-ce que expérimentalement on peut obtenir du dioxyde de soufre. Donc je vous ai montré la vidéo, elle est en lien sur le document que je vous ai donné aussi, hein, si vous voulez la relire. Et puis là, il y a de l'eau en dessous. Je vous laisserai répondre à toutes ces questions. Alors, pour les expériences, on demande, avant de faire le titrage, on demande de faire des petites expériences préliminaires dans un tube à essai. On va mettre quelques millilitres de solution de dioxyde de soufre, donc de l'eau qui contient du dioxyde de soufre, dans un tube, et on rajoute un petit peu de permanganate de potassium, qui est une solution très violette. Et puis donc on doit observer ce qui se passe. Alors, comme on peut pas le faire, je vous montre en vidéo, j'ai trouvé une vidéo, alors c'est pas dans un tube à essai, mais c'est dans un bécher. Vous avez ici de l'eau qui contient du dioxyde de soufre, et du permanganate dans ce gros flacon, et vous voyez qu'instantanément, quand on verse le permanganate, on voit que il se décolore instantanément. Maintenant, on peut se douter de ce qui va se produire à force de rajouter le dioxyde de soufre. Ah, vous avez vu que c'était pas moi qui faisais l'expérience. Donc, vous pourrez dire un petit peu ce qui se passe. On observe une décoloration du permanganate. Et le permanganate, ici cette espèce chimique qui est là, c'est lui qui est violet. Et on voit sur la vidéo que, au fur et à mesure que je le verse, il se décolore. Donc ça veut dire qu'il y a une réaction chimique entre le permanganate et le dioxyde de soufre qui est dans un des couples là-dessous, là, à déterminer lequel on utilisera. Après, si on continue à rajouter progressivement du permanganate, on se doute qu'à un moment donné, la coloration, elle va plus disparaître, c'est-à-dire que le violet va persister, il ne sera plus décoloré, parce qu'on aura consommé tout le CO2, le SO2, pardon, le dioxyde de soufre qui était présent initialement. Donc c'est comme ça qu'on va obtenir l'équivalence du dosage. Le titrage, on va avoir un réactif dosé, c'est le SO2 qu'on mettra en dessous, et l'espèce titrante, ça sera le permanganate qu'on va mettre au-dessus, qui sera coloré. Et au fur et à mesure qu'on va verser le permanganate, il va se décolorer tant qu'il reste du SO2. Et à un moment donné, à force d'en rajouter, comme j'aurai plus de SO2, je vais dépasser l'équivalence et ça va me produire une couleur violette qui va perdurer. Et donc je vais pouvoir repérer à la goutte près l'apparition de cette couleur-là, violette. Et donc je m'arrête à la goutte près et je vais pouvoir lire le volume équivalent versé à l'équivalence. Donc dans le tube initial, quand on continue à rajouter la solution de permanganate de potassium, observez ce qui se passe. La couleur, ici vous pourrez rajouter que la couleur persiste. C'est-à-dire qu'elle ne disparaît plus. La couleur violette qu'on rajoute, elle est plus détruite. Donc c'est ce qui nous permettra de déterminer le point d'équivalence. Alors je vous laisserai lire un peu c'est du cours que vous avez vu aussi en tronc commun sur la relation à l'équivalence. Je vous laisserai écrire les relations. Il y aura le titrage, il est tout expliqué ici. On prend un volume initial de 20 ml de SO2 qu'on va mettre là-dessous. Ici, on va mettre la solution qui est violette. Je vous laisserai indiquer de quelle solution il s'agit. Et on fait le dosage.
Je vais simplement vous indiquer quels sont les résultats des élèves de l'année dernière, lorsqu'ils ont fait ce TP. À quel volume équivalent ils sont arrivés pour obtenir une coloration qui persiste. Comme ça nous permettra de répondre à toutes les questions qui sont à la suite. Donc le volume obtenu à l'équivalence, en moyenne, c'est 12,5 millilitres. Et pour faire les dernières questions, il manque un S ici. Sur l'écart type, voici les résultats obtenus l'année précédente. Je sais pas pourquoi je rajoute des S alors qu'il n'y en a pas besoin. Donc il y avait 9 groupes passés et voilà tous les volumes équivalents qu'ils ont obtenus. Tous ces résultats-là, vous les avez dans le message précédent, dans le mail et puis aussi sur le NT. Donc si vous voulez, vous pourrez vous référer à la vidéo aussi. Je vous laisserai finir de chercher ce TP, toute son exploitation pour jeudi prochain. Et jeudi prochain, je ferai une séance à 9 h également pour corriger ce TP et puis démarrer un autre TP ou une autre activité. Est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter là.